140 millions par an, 20 millions par mois. 600 000 euros par jour, 27 000 euros de l'heure, 500 euros la minute. Voilà le chiffre d'affaires réalisé par Septéo, une entreprise de logiciels occitane basée à Montpellier en 2024. Selon ce standard, si j'avais la même rentabilité, j'aurais pu gagner 1000 euros par ce mot d'intro. Par le biais du hasard souvent provoqué, j'ai eu l'occasion de rencontrer le PDG et fondateur de Septéo, Hugues Galambrin. Et lors d'un bref échange sur son parcours, les conseils à donner à un entrepreneur, une entrepreneuse qui démarre, je lui demandais quelle part de hasard était due à son succès. Fendu d'un grand rire posé au milieu d'un sourire radieux, il m'a expliqué la première phrase qu'il s'est dite en démarrant avec ses associés, des geeks des années 2000 couverts de boutons d'acné. Les gars, ouais, il va falloir travailler, mais on va pas s'interdire d'avoir de la chance. La traduction cinéma de cette phrase pleine de sens pourrait être celle de Jean-Claude Duss dans Les Bronzés avec sa fameuse phrase « Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce ». Et sur un malentendu, sait-on jamais, ça peut marcher. Pour lancer ce thème de la sérendipité, la deuxième table ronde de cet événement Focus, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Soraya Jabert et Jean-Baptiste Kempf, s'il vous plaît. Soraya Jabert, vous êtes cofondatrice d'Opuscus, former CEO, comme disent nos amis américains. C'est bien ça? C'est presque ça, Mathias. Putain, j'étais prêt. Opuscope. Mais merci, t'as réveillé l'assemblée. Même nous, on était un peu... Ouais, non. C'est bien, là, on est bien réveillés. J'espère que vous aussi. J'espère que vous êtes chaud, bien entendu. Et Jean-Baptiste Kempf, avec un accent imaginaire, comme il y en a deux dans Sérendipité, founder et CEO chez Kyber, CTO chez Skyway. Et tu as participé, actuellement président, mais tu as participé à l'essor et la naissance, vous savez, de ces plots qu'on a tous connus dans les soirs de streaming, quand on avait 16 ans devant l'ordinateur. Encore un épisode de VLC. C'est bien ça, Jean-Baptiste? Ça existait déjà quand tu avais 16 ans? Oh, ça, on va pas parler de mon âge, ça a commencé à m'énerver tout ça. Eh bien écoutez, comme je crois beaucoup à la sérendipité pour vraiment faire une belle intro, j'avais envie de vous laisser la parole pour peut-être encore plus garnir, je dirais, votre introduction. Donc Soraya, en plus d'Opuscope, que fais-tu? Quelle est ton actualité? Et je te laisse te présenter à ce public émerveillé. Waouh, ok, super intro. Alors merci, je suis ravie d'être avec vous et de découvrir le plateau toulousain et l'IoT Valley. Merci pour l'invitation. Donc en effet, je m'appelle Soraya Jabert, j'étais la cofondatrice d'Opuscope, une entreprise un peu pionnière dans l'industrie du spatial computing. Donc c'est tout ce qui inclut la réalité augmentée, la réalité virtuelle, un peu d'intelligence artificielle avec du computer vision. Et ce qui nous tenait à cœur, c'était de permettre en fait de démocratiser l'accès à ces nouvelles technologies, notamment sur la partie création et distribution. Et on a développé une des premières plateformes no-code pour ces nouvelles plateformes qui fonctionnait à même les casques de réalité virtuelle. Je pense que vous en avez sûrement tous déjà testé au moins un, par exemple les Oculus, et également des paires de lunettes, des prototypes que vous avez peut-être testés, pas forcément, mais par exemple les Microsoft HoloLens, les Magic Leap, plus récemment les Apple Vision Pro. Et voilà, on permettait de facilement créer des expériences sur ces nouvelles plateformes. Tu t'es lancé en quelle année sur toutes ces technologies VR? Alors, on a commencé un petit peu la recherche et les prémices du projet en 2015, quand on était encore étudiant avec mon associé. Et on a lancé le projet début 2016. Donc, c'était vraiment le tout début de l'émergence de ces nouvelles plateformes. HoloLens est sorti en France en 2017. Donc, voilà, on faisait partie des premières entreprises au monde à travailler avec eux sur cette technologie. La sérendipité, c'est aussi une affaire de timing, on va en reparler juste après. Jean-Baptiste, parmi tes 15 casquettes que j'ai citées, est-ce qu'il y en a une que j'ai oubliée ou une actualité que tu veux nous partager? Je pense que tu en as oublié 8, ouais. Moi, je fais partie de gens qu'on aime bien dire serial entrepreneur. Moi, j'ai créé 8 sociétés. La plupart sont self-funded, donc sans lever des fonds, sans arriver avec des millions d'euros. Donc, c'est important parce que c'est plus difficile et c'est aussi un endroit où tu dois justement construire en fonction de l'opportunité et de la chance. Et un peu moins, tu arrives avec... je suis quelqu'un de la French Tech, c'est parfait, je lève 10 millions d'euros et puis à la fin, je fais 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc... Voilà, qu'est-ce que tu as oublié comme casquette? J'étais longtemps, j'ai fait
de la due diligence pour les VC, justement, pour les investisseurs tech, parce qu'en fait, à un moment, il y a quand même il y a eu quelques ratés un peu importants il y a quelques années. Et ça, c'est assez cool parce que c'est ce qui m'a donné toutes mes autres casquettes. Je crois que j'ai commencé juste en 2016, 2016-2017, j'ai commencé à faire ça pour quelques fonds français et puis un ou deux fonds anglais. Et je me suis retrouvé dans les cas où j'auditais principalement des orgas d'ingénieurs et de CTO, et je me suis retrouvé dans les cas où j'étais un peu plus compétent sur le sujet de la boîte que le CTO, et ça a un peu grincé. Et résultat, c'est comme ça que je me suis retrouvé CTO de Shadow. Parce que quand le CTO s'est fait remercier, comme j'avais fait l'audit 2 ans avant, on m'a fait venir. Et c'est grâce à ce que j'ai fait chez Shadow que à la fin la boîte s'est plantée, parce que French Tech mal géré. Et on a essayé de racheter la boîte. Alors ça, c'est un truc que pas grand monde fait. Il y a tout un monde qu'on appelle de la reprise d'entreprise. Et en fait, on ne sait pas. Enfin, il y a très peu de reprises d'entreprises numériques. Des reprises de salons de coiffure ou d'usines, on sait bien faire. Parce qu'en fait, c'est facile. T'arrives, t'as une machine, t'évalues ta machine, tu regardes tes capex, etc. Enfin, c'est assez classique. Quand t'as une boîte technique, comment tu valorises ce qu'on appelle finalement les immobilisations incorporelles, donc le code, quoi. C'est très compliqué parce que si t'as pas les 3 gars qui comprennent le code, et comme le code est super bien documenté comme toujours, c'est très difficile, quoi. Et donc je me suis retrouvé, donc j'ai essayé de racheter, c'était très difficile, on a raté, on n'a pas mis assez d'argent. Soraya, on sait quelque chose, un des endroits les plus corrompus en France, c'est tout ce qui s'appelle le tribunal de commerce. Et donc toute cette partie de reprise, tout ça, c'est une vraie arnaque, et on n'en parle pas. Mais donc j'ai essayé de racheter Shadow, on n'a pas réussi, notamment parce qu'on n'a pas mis assez de dessous de table. Je me suis retrouvé, une des personnes qui nous a aidé à racheter, en fait, c'était le CTO de vente privée. Et donc je me suis retrouvé VP of Engineering de vente privée. Tout ça en faisant partie d'une due diligence 3 ans auparavant, en disant attends. Mais, même pas, en fait, c'était une due diligence que j'avais récupérée parce que j'avais fait une due diligence avant, tu vois. Donc, tu vois, c'est les trucs qui sont tellement improbables. Et en fait, de vente privée, là, je suis CTO de Scalway. Pareil, j'ai commencé par faire un audit de Scalway quand ils ont changé de. Et la condition de l'audit, c'était que je ne devienne pas CTO. Ils avaient vu venir le truc. Bah ouais, mais en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles on pourra en discuter longtemps, mais quand tu es auditeur, tu peux être méchant. Tu peux pas être méchant tu vois, tu peux être beaucoup plus dur, beaucoup plus cash que si tu prends les trucs. Bref. Mais en fait, ce qui est rigolo, c'est que mon dernier projet, donc Kyber, en fait, c'est la suite de ce qui s'est passé chez Shadow. C'est la même genre de techno à faire beaucoup d'autres choses bien plus intéressantes que ce qu'on avait fait chez Shadow, je pense. Mais voilà, donc j'ai un parcours un peu bizarre, où je prends beaucoup d'opportunités comme ça qui arrivent. Et le truc qui m'a le plus étonné, c'est que quand on était en école, moi j'ai fait l'école centrale Paris, qui n'existe plus, mais qui était fusionnée, mais on dit travaille ton réseau. Moi, alors, travailler ton réseau, c'était lire un annuaire. Vraiment, c'était tout sauf intéressant. Ça me parlait pas du tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, en faisant plein de trucs sur VLC, en faisant plein de trucs un peu, je vais pas dire gratuits, mais en tout cas, sans attendre quelque chose, j'ai plein d'opportunités qui me sont arrivées, mais genre 10 ans après, 15 ans après. Donc là, par exemple, tu vois, là, je vais peut-être faire une levée de fonds avec une boîte. Pendant le process, c'est grâce à un gars que j'ai aidé il y a 12 ans sur sa boîte, et je l'ai aidé à déménager. Tu vois, il était dans la boîte d'à côté, c'était la start-up d'à côté, je l'ai aidé à déménager, il était en galère pour des histoires perso pas rigolotes. Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu fais ça ? Je sais pas, j'avais le bon feeling. Et 12 ans après, c'est peut-être lui qui va m'aider. Donc voilà, j'ai un parcours un peu bizarre, plein de casquettes. C'est très bien, on va en reparler. C'est un peu la générosité et le désintéressement comme stratégie d'affaires. C'est pas le désintéressement, c'est être fier de soi. C'est-à-dire te coucher le soir en disant ce que j'ai fait c'est bien.
Alors peut-être que je suis mal câblé, mais moi j'ai besoin de ça. Sinon je dors pas. Et j'aime bien dormir. Donc le soir, en fait, tu vois, j'ai envie de te dire. Alors les gens disent quand tu te regardes en te rasant dans ta glace. Je me rase pas, donc ça m'arrive pas. Mais tu sais, quand tu te couches et tu te dis, est-ce que ce que j'ai fait de ma journée c'était cool? Est-ce que c'était bien? C'est pas une stratégie, tu vois. C'est plus. Et puis il y a des fois je dis non parce que je peux pas. Donc tu vois, c'est pas juste de la générosité comme ça. C'est juste c'était le bon endroit, le bon moment. Et le bon endroit, le bon moment, on en parlait juste avant dans les coulisses, on s'est dit que le titre de cette conférence est un petit peu, comment dire, le maître étalon où sert à exposer la thématique. Donc, on se prend la définition dictionnaire de la sérendipité. On prend la tienne ou la mienne, JB? Prends la tienne. J'ai la mienne, ouais. Sérendipité, capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l'utilité. Plutôt l'utiliser dans le milieu scientifique que tu as bien connu, Soraya, lors de ton stage de 3e. Tu me parlais tout à l'heure. Mais j'avais une question utile, hein, cette synchro. plus basique. C'est quoi, comme disait JB à l'instant, c'est quoi la rencontre la plus dingue qui a fait basculer, toi, ton parcours de ta création à 19 ans, d'Opuscope, à maintenant? Ouais. En fait, tout mon parcours est jalonné de rencontres. J'étais pas prédestinée à entreprendre. Je viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Je viens en effet d'une famille plutôt de scientifiques, de mon stage de 3e en labo. Finalement, après un bac scientifique, option histoire de l'art, j'ai décidé d'aller en histoire de l'art. Voilà, c'était un peu compliqué en terminale d'annoncer ça, de pas rejoindre du coup la voie un peu familiale, mais intégrer l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en histoire de l'art. Que malheureusement j'ai quitté un peu plus tôt que prévu. En 2e année, on a commencé à innover justement dans le labo d'expérimentation d'innovation au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. C'était le tout début, on avait les tout premiers Oculus, c'était le DK1 à l'époque, on commençait à innover, à voir un petit peu cette nouvelle ère de l'informatique plus immersive. Et c'est né d'une rencontre d'une personne que JB connaît très bien, de mon associé qui était apprenti chez Vidéoland d'ailleurs. À l'époque. Qu'on a appris dans les coulisses tout à l'heure, encore une preuve de sérendipité. Voilà, c'est né de cette rencontre et un petit peu la rencontre de l'innovation. Donc elle était à Epita. Et Microsoft Regional Director, donc le statut un peu le plus haut de consultant pour les équipes produits de Microsoft, ce qui nous a permis d'avoir les Microsoft HoloLens un peu avant tout le monde et d'entrevoir un peu cette nouvelle ère de l'informatique, finalement qui n'est pas arrivée, parce que HoloLens a été arrêté il y a quelques mois, malheureusement, mais voilà, finalement l'innovation c'est toujours une question de tentative. On parlait tout à l'heure avec Luc Julia juste avant d'aller chercher l'erreur, parce que finalement c'est justement dans l'erreur, dans la tentative, dans l'innovation qu'on va créer de nouvelles opportunités et de nouvelles avancées fondamentales. Donc voilà, après une série de rencontres, j'en ai parlé à une professeure qui m'a présenté à directeur de mon UFR, au président, ils m'ont poussé à faire une année de césure et ensuite plein de rencontres avec mes premiers investisseurs, des partenariats avec le ministère de la Culture, parce qu'on a commencé dans le secteur culturel, puis on a ouvert à plein d'autres secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on n'a que parlé de ma casquette Opuscope, mais il y en a eu plein d'autres, un petit peu aussi partie investissement, donc cette fois avec le CNC pour financer les projets immersifs, un peu de tout type. Beaucoup dans le partage aussi. Je crois énormément au partage et au fait d'aider son prochain, de partager ce qu'on a appris, parce que finalement c'est des schémas qui se répètent. Et j'ai eu la chance d'avoir énormément de mentors. Alors oui, j'ai commencé très tôt, très jeune, inexpérimenté. J'ai fait beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Mais j'ai réussi à pivoter, à avancer, parce que j'étais très bien entourée de plein d'entrepreneurs très brillants. C'est quoi ta pire erreur? Ma pire erreur? Il y en a tellement. Mais... La pire. Non, mais la première, c'est j'ai pas fait d'école de commerce, je connaissais pas grand-chose finalement à l'entreprise. Et en 2016, donc en février, on immatricule l'entreprise et on reçoit très rapidement des propositions de financement, dont d'un acteur du marché de l'art, parce qu'au début, on permettait en fait de scanner des œuvres d'art et de permettre de la vente aux enchères. Et on reçoit une première offre de financement au bout de quelques semaines, quelques mois.
mais il voulait prendre beaucoup de parts au capital. Donc je me disais que c'était pas une bonne idée. Mon associé disait ah oui c'est beaucoup d'argent, super, on va pouvoir recruter plein de monde. Et en fait la vice-présidente de l'université m'a présenté à un ami à elle qui est un investisseur, un chef d'entreprise. Et pendant un déjeuner, il m'a dit non mais tu ne fais pas ça, c'est une très mauvaise idée. Tu me donnes ton RIB, je te fais un virement de 15 000 euros. Et moi à l'époque 15 000 euros c'était beaucoup. Et 15 000 euros, j'ai recruté 2 CDI. Voilà, parce que y a des charges aussi en France. Enfin voilà, c'est complètement lunaire maintenant quand j'y repense. Mais donc voilà, je pouvais les payer 2 mois concrètement, ce qui nous a poussé à trouver des leviers intelligents de générer facilement, très rapidement de l'argent. Donc on a connu la rentabilité en quelques semaines et on a permis de former beaucoup d'entreprises qui avaient un vrai intérêt en fait dans cette nouvelle industrie pour se former, pour comprendre en fait ce que ça permettait de faire. Donc voilà, on faisait beaucoup de consulting, beaucoup de POC et on a pu recruter après beaucoup de personnes et après faire des levées de fonds et du coup on n'avait plus besoin de donc du vendre. coup, la situation d'urgence a donné un peu du mort aux dents et un peu de... J'aime bien. Il faut y aller. D'accord, ok. Et toi, JB, ta pire erreur? J'ai pas une pire erreur, mais je peux te donner la catégorie de pire erreur. C'est le mauvais recrutement. Il y a 2 types de mauvais recrutement. Maintenant, c'est une des phrases que, en RH, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est dur. Mais c'est une des leçons qui fait le plus mal. Si tu as le moindre doute dans le process, tant pis. Tant pis. C'est non. Ça, c'est très dur parce que tu aimes bien la personne, etc. Mais s'il y a le doute, d'expérience, tu veux pas l'entendre, on te le dit 10 fois. Et là, je vais le dire, il y a des gens qui vont écouter, qui vont me faire non, c'est pas vrai. Et ils se prendront le même problème. C'est vraiment... Voilà. Donc, il y a juste, d'abord, les personnes qui ne fitent pas. Et tu le vois et puis tu dis non, je vais donner une chance. Si au bout de la période d'essai, ça va pas, c'est non, quoi. Très, très difficile. Et lié à ça, c'est recruter le mauvais type de profil. C'est-à-dire qu'il y a des profils, en fait, il ne faut pas les recruter en CDI. C'est un peu méchant quand tu as une start-up, mais c'est vrai. Tu as des gens, tu as besoin d'eux de façon ponctuelle. Du support, peut-être parfois dans certaines boîtes du design, parfois du marketing, parfois même des sales. Il vaut mieux ne pas les recruter en CDI et les avoir en externe, parce qu'en fait ta boîte elle va évoluer tellement dans tous les sens par rapport à ce que en fait tu vas créer de l'anti-agilité et que ça va être plus difficile. Donc et j'ai fait cette erreur plusieurs fois. Moi aussi. Si vous me permettez de filer la métaphore entre le recrutement et l'entrepreneuriat en règle générale, recruter, c'est avoir... C'est quoi l'entrepreneuriat ? C'est la question que tu me posais. La question... ouais, sauf que tu n'as pas posé la question assez vite, donc c'est moi qui te la pose. Le coquin, l'entrepreneuriat. On va demander au public, c'est quoi l'entrepreneuriat ? C'est quoi être entrepreneur ? Parlez plus fort, on n'entend pas. Bon, en même temps, on a des micros. Créer de la valeur ? Créer de la valeur. Moi, je dis oui. Non, il y a plein de gens qui créent de la valeur sans créer une boîte. C'est quoi être entrepreneur ? Répondre à un besoin, développer une idée. Ok. Passer à l'action. Passer à l'action. On n'a pas la vérité. Je pense qu'on va faire des réponses de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. À part JB qui a l'air plus inspiré. Non, c'est très difficile. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Tout le monde veut faire de l'entrepreneuriat et personne ne sait ce que c'est, quoi. Et par exemple, monter une petite boîte, démarrer from scratch, sans lever de fonds, c'est-à-dire que tu dois être rentable jour 1 et tu dois évidemment commencer comme quand tu es un boulanger ou un restaurateur où tu commences en faisant tout et tu es au mois par mois. C'est très différent de j'arrive dans le moment où tout le monde veut faire des startups et sur une bonne idée parce que tu fais de l'IA, tu lèves 6 millions et tout de suite tu as 10 personnes dans ta boîte, des gens de support, un comptable, etc. Donc en fait, moi c'est ça qui me dérange, c'est que tout le monde te dit qu'il veut entreprendre, mais déjà la trajectoire de plein d'entrepreneurs, elle est pas la même. Et c'est pas du tout les mêmes métiers, quoi. Et deuxièmement, j'ai entendu quelqu'un dire avoir une idée. En fait, moi, je suis absolument contre. Entrepreneur, c'est pas avoir une idée. L'idée, c'est dans l'entrepreneuriat, l'idée, c'est le truc le plus petit. Si vous voulez, on se met là. Je pense qu'en 1 heure, on se trouve 30 idées de start-up.
Avoir des idées, c'est facile, hein. Ce qui est difficile, c'est d'exécuter correctement, et donc exécuter le produit, fabriquer le produit, mais surtout le rendre rentable. C'est-à-dire trouver ce qu'on appelle le product market fit ou le GTM, etc. Mais cette exécution, elle est dure. Moi, je pourrais vous donner plein d'idées que j'ai. Et surtout, j'ai fait beaucoup de trucs, et notamment Kyber, là, que je lance, c'est aussi de l'open source. Les gens me disent, non, mais t'as pas peur qu'on te le vole l'idée. Non, j'ai pas peur. Vas-y, vole l'idée. Vas-y, bonne chance. Donc il y a ça, il y a surtout le facteur chance que les gens oublient. Et c'est de là où on vient un peu sur la sérendipité. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est que beaucoup de succès, c'est la chance. Alors, après, on peut la provoquer, la chance, oui, d'accord, mais être au bon endroit au bon moment. Je vais prendre l'exemple qui va vous choquer, mais c'est très bien. Zuckerberg, il a fait Facebook. Facebook, c'était pas un réseau social mieux que les autres. Il y avait eu des réseaux sociaux avant, il y en a eu après. Ouais, mais il était au bon endroit, au bon moment. Il a eu des gens qui l'ont bien conseillé. Il s'est lancé au bon moment, quand c'était pas trop tôt, sur la bonne population. Après, il a bien exécuté. Mais tu vois, par exemple, je pense que si tu relançais Opuscope aujourd'hui, alors que justement, on voit la nouvelle vague immersive, ça serait une histoire différente. Complètement. C'est aussi une question d'alignement finalement. C'est de l'exécution évidemment, la bonne idée, la bonne capacité à l'exécuter, mais surtout au bon moment. Et je pense qu'on va en parler, mais finalement l'innovation, il y a eu énormément de bonnes idées trop tôt, et du coup quand c'est trop tôt, c'est voilà, c'est mauvais. Donc voilà, c'est arrivé à anticiper un marché, mais pas trop tôt. Et avoir le bon alignement technologique, les bonnes briques qui font que la solution peut être utilisée et déployée dans un marché. Alors, à vous entendre, on dirait que Opuscope, c'était vraiment trop tôt, échec, mais tu as quand même bossé avec l'intégralité des GAFAM. Comment on les rencontre, ceux-là? C'est pas forcément en tapant à la porte, il y a un petit peu de chance, de sérendipité, de hasard provoqué. Oui, bien sûr. C'est déjà du coup le fait de travailler avec, d'être une des premières entreprises à travailler sur le Microsoft HoloLens, ça allait de pair. Ensuite, on a eu l'intérêt des autres constructeurs parce que c'était un peu la brique manquante à l'écosystème d'avoir une plateforme de création simple, intuitive. On parle beaucoup de langage naturel et de génération de contenu. Nous, notre parti pris, c'était vraiment de pouvoir créer très simplement, sans maîtrise technique. Moi, ça me donnait à cœur de justement permettre aux non-développeurs de s'approprier ces technologies. Et ces constructeurs, c'était absolument essentiel pour eux d'avoir du contenu sur leur plateforme. Sinon, c'est une brique technologique, il n'y a pas d'utilité. Ça a été un petit peu le cas malheureusement, mais la consommation de contenu et la prolifération et la création de contenu est extrêmement importante pour toute nouvelle plateforme. C'est comme si on sortait un iPhone avec aucune application sur le store. Mais voilà, et c'est encore une fois aussi un alignement des briques technologiques, du form factor aussi. Là, on a plus eu finalement des dev kits en fait, si on est honnête un peu sur l'industrie, les paires de lunettes en tout cas pour la partie réalité mixte. Ça arrive, ça va dans le bon sens, mais c'est long. Et c'est en fait ce timing, ce temps qui a été mal anticipé, parce que quand on a commencé en 2015, un petit peu le consortium de l'industrie, c'était en 2020, on sera tous équipés de paires de lunettes connectées, comme on peut avoir une montre connectée. Voilà, 2020, bon, vous savez tous ce qui s'est passé. C'était voilà, malheureusement un peu plus compliqué que ça. Ça aurait pu être l'essor complet des... Ça aurait pu. Nous, on était prêts. On avait levé des fonds. J'étais en train d'ouvrir la filiale aux US. J'arrive à New York, voilà, sens du timing, le 11 mars 2020. C'est le jour où Trump a annoncé la fermeture des frontières. Donc, il va aller revenir à Paris, fini la filiale et voilà, travailler depuis... Et oui, parce que est-ce qu'il y a un contraire à la sérendipité? Parce que la sérendipité, c'est quelque chose de plutôt heureux, inattendu mais heureux. Mais du coup, il y a d'autres facteurs clés d'un succès, d'échec, quoi, qui sont dus un petit peu au manque de bol, quoi. Alors, il faut... Et j'ai parlé de reprise d'entreprise, mais il y a aussi les pivots. En fait, on se rend compte qu'il y a quand même globalement assez peu de startups qui pivotent et qui font des vrais pivots. Et je pense que donc, être entrepreneur, c'est donc, pour moi, la définition, c'est plutôt un état d'esprit de création, mais surtout d'être capable de résister et de bouger. Moi, j'ai eu, par exemple, sur VLC, en fait, très souvent, moi, j'avais plein d'idées, puis finalement, on n'a jamais fait mes idées, parce qu'en fait, le marché, les gens montraient que c'était pas ça qu'ils voulaient.
Donc ça ne sert à rien de résister à tes clients. Plein de gens, mais non, mais je sais mieux que mon client. Non. Mais si, je sais mieux. Non, tu sais pas mieux que ton client. Donc ça, et surtout, moi j'ai sur une startup qui faisait justement des trucs en immersif autour des mondes de réalité virtuelle il y a quelques années. En fait, on l'a fait pivoter, sur un truc de jeu vidéo. Il n'y a rien de commun. Il y avait juste encore de l'argent, on avait la bonne équipe, on a fait un pivot. Et là, Kyber, la solution que je suis en train de préparer, c'est une sorte de plateforme et un SDK pour contrôler des machines à distance. Mais à l'origine, on voulait refaire une plateforme de cloud gaming open source. Et en fait, en discutant et en testant pas mal de trucs avec les erreurs qu'on avait fait chez Shadow, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres usages. En fait, c'était pas juste contrôler un jeu, c'était contrôler une machine. Et en fait, on a développé ça correctement, et maintenant, ça permet de remplacer un Citrix, un TeamViewer, un contrôle à distance, de faire du cloud gaming, mais ça permet de contrôler des drones, des voitures autonomes. Et en fait, et aujourd'hui, on a d'ailleurs beaucoup de gens qui sont intéressés par la techno. Il n'y a pas un seul des prospects qu'on a qui me parlent de cloud gaming, mais genre pas un seul. Et donc, c'est être vraiment à l'écoute, et donc être en mode... faut provoquer sa chance, faut faire du réseau, faut voir des gens, mais ouais, pas avoir des idées trop arrêtées. Et ça, il y a pas mal de startups qui marchent pas. En fait, ils ont une idée, et ils écoutent pas autour d'eux. Parce qu'on leur a dit, de toute façon, il y a le manuel quasiment de la guide de la startup, et tu lis le guide de la startup, et tu suis, etc. Et en général, ça marche pas. Oui, vas-y, je t'en prie, Soraya. En fait, très souvent, les plus gros succès, les produits aussi que vous utilisez dans votre quotidien, c'était pas l'idée initiale des fondateurs, c'est le résultat de nombreux pivots, d'expérimentation, de retour marché, et on évolue. C'est très rare que l'innovation, même sortie d'école ou autre, reste et devienne le produit final qui est vraiment utilisé et adopté. Du coup, si on résume, il y a faire preuve de générosité, saisir les opportunités, travailler son réseau, ne pas suivre mot pour mot le guide de la startup. Bon, être capable de pivoter. Devant l'adversité, donc la sérendipité négative, comme tu as dit. Tout à fait. La résilience, mais pas l'obsession. Voilà, être OK avec l'incertitude. Bref, est-ce qu'on peut faire, attention, c'est la question France Inter, peut-on faire de l'imprévu une méthode ? Vous avez 2 heures. Pourquoi devoir faire des méthodes tout le temps Moi, je suis anti-méthode. Non, c'est pas possible. Par contre, ce que tu peux faire, c'est une habitude de réaction face à l'imprévu. C'est un état d'esprit. C'est pas une méthode. Et ça, c'est... Enfin, tu vois, par exemple, moi, quand j'aide encore pas mal de startups, et les questions que je leur pose très tôt, elles les déstabilisent totalement. Mais c'est fait exprès, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui vient de lever une série A, le premier truc, il est trop content, et je lui dis, c'est quoi ton exit ? Regarde, mais je sais rien. Et je suis déjà à dire, c'est quoi ton plan de sortie ? Et là, tu vois, il faut arriver sur de l'imprévu, être capable de répondre à l'imprévu, parce que l'imprévu va t'arriver. Mais ça peut pas être une méthode, parce qu'il n'y a aucun cas qui arrive comme le cas d'avant. Parce que d'abord, tu n'es jamais dans les mêmes industries, heureusement, mais surtout, en fait, tu relances demain Opuscope, tu fais pas du tout le même truc, quoi. Donc en fonction de l'endroit où tu étais, les gens, etc. Donc c'est comment je prends un imprévu, et souvent malheureusement un imprévu négatif, et comment j'en fais un win, tu vois. Ouais. Plutôt un état d'esprit qu'une méthodologie à proprement parler. Est-ce que quel serait le trait de caractère qui a le plus évolué chez vous entre votre sortie d'études première entreprise et maintenant votre faire face à la sérendipité positive comme négative? Ouais. Je ne sais pas s'il a évolué parce que c'est un trait qui a toujours été, que j'ai toujours eu et que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs, c'est la curiosité. C'est pas un vilain défaut comme on a pu vous répéter enfant, comme on m'a beaucoup dit enfant quand je posais énormément de questions. Mais justement cette curiosité, c'est aller voir des choses, des opportunités là où on ne le voit pas forcément. Et c'est aussi se poser des questions et voir comment améliorer les choses. Ne pas prendre pour acquis nos process, notre façon de vivre, de travailler et comment on peut améliorer aussi notre quotidien. Donc la curiosité, je pense que c'est une très bonne qualité, oui. Un très bon défaut. Moi, je suis quasiment à 20 ans de carrière, donc
Je te dirais que ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est justement toute sa partie. Moi, j'ai toujours été très curieux dans le sens positif et j'ai toujours fait. Et je suis globalement très très optimiste. Je me prends une mandale, ok, pendant 2-3 heures, une demi-journée, mais très très vite je passe à autre chose. Ça j'ai gardé. Là où j'ai beaucoup changé, c'est, je pense que je suis beaucoup plus empathique que je l'étais. Je suis beaucoup plus efficace. Mais vraiment, genre rien à voir. Et notamment, et c'est lié à la partie d'avant, c'est que je peux être très très cash, mais genre vraiment très cash pour être efficace, mais c'est pas la française quoi. C'est jamais insultant, c'est jamais contre une personne, c'est toujours dire ça n'a pas bien été fait, voilà comment on répare. Et donc résultat, ça fait une forme d'efficacité où vraiment, quand je vois ce que je faisais il y a 15-20 ans, c'était honteux de faire si peu. Et l'autre truc, c'est la partie sur l'adversité, notamment business. Moi, rien à voir, quoi. C'est-à-dire que il y a 10 ans, j'aurais été, mais non, c'est la bonne solution, etc. Maintenant, j'ai beaucoup changé là-dessus. Je prends le feedback négatif très très bien et j'en fais globalement, je sais comment l'actionner. Pour me vexer, il faudrait que tu te lèves très 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 tôt. Alors qu'il y a 10 ans, tu me vexais en 5 minutes, quoi, comme tout un G de 30 ans français qui démarre une start-up. Est-ce que tu n'aurais pas un peu mûri en somme, JB? Non, ça, il n'y a aucun risque. Je reste un gros bébé. Dès que j'ai du temps libre, je fais des Lego. Non, mais tu rigoles. Mais l'année dernière, pour mon anniversaire, je me suis pris ma journée et je me suis fait du Lego toute la journée. Voilà, mais c'est ça qu'on aime. Et justement, derrière les entrepreneurs, voilà, c'est quoi vos passions? Parce que j'ai pas envie de parler que de boulot comme ça, mais qu'est-ce qui vous fait kiffer, vous, dans la vie en ce moment? Moi, j'ai plein de passions. C'est ça le problème aussi, c'est d'arriver à trouver une vocation quand on a beaucoup de passions. Et j'aime bien créer des connexions entre ces passions. Donc, forcément, il y a la passion des nouvelles technologies, de la science, des mathématiques, la passion de l'histoire. Avant tout, j'ai fait des études du coup d'histoire et d'art, de culture, de patrimoine. Finalement, la trace que l'homme laisse, l'humain, sur Terre. Je vais partir dans des délires philosophiques, psychologiques, ça m'intéresse beaucoup. Et en ce moment, je m'intéresse à plein de sujets. J'essaye de créer des ponts en fait entre des idées, entre des personnes. Faire en sorte que ces 10 ans dans l'industrie, avoir fait énormément de choses, parce que même notre plateforme de création étant horizontale, elle a été utilisée dans des secteurs d'activité très différents, dans des cas d'utilisation très riches et très complexes et fascinants. Et ça permet aussi de créer des liens entre ces différents mondes, entre ces différentes passions et ces différentes personnes. Et avant de passer aux questions-réponses avec le public, je ne vous prends pas à froid comme ça, le 15 minutes est annoncé, mais quel timing incroyable! J'avais encore une petite question France Info pour vous, si j'arrive à m'en souvenir, oui. Est-ce qu'on peut entreprendre... C'était France Inter il y a 5 minutes. C'était France Inter, maintenant c'est France Info. Les Français veulent savoir. Est-ce qu'on peut entreprendre par hasard? Oui. Moi, c'est mon cas. Vous n'étiez pas entrepreneur au moment où vous avez créé, chacun de votre côté. Mais c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui me dit moi je veux être entrepreneur, je veux être chef d'entreprise, en fait non, pour moi c'est tu as identifié un problème, tu as vu quelque chose dans ton industrie qui peut être amélioré par des process, par une solution et tu vas en construire un projet, une entreprise et j'ai accompagné énormément de dirigeants qui voulaient juste être dirigeants et en fait ils recherchent du coup une posture, un statut social plus qu'une vraie réponse à un problème donné et identifier. Et voilà, j'ai un peu de mal avec ça. Désolé s'il y en a qui... Non, je suis d'accord. Vouloir... le but, ça doit être de résoudre un problème. Et d'avoir cette envie. Moi, j'ai toujours été... j'ai toujours su depuis très longtemps que je voulais être ingénieur. Quand j'étais petit, je dessinais des voitures et des vaisseaux spatiaux. Et c'était ma grande passion. Tu vois, j'ai fait beaucoup de Lego toute ma vie. De construire, j'ai toujours eu cette envie. Être entrepreneur, c'est arrivé parce que c'est arrivé, tu vois. Moi, je me suis retrouvé dans VLC parce que finalement, c'était le projet. Je suis arrivé à Centrale Paris. Je suis arrivé à Centrale Paris parce que je voulais pas aller aux mines. Parce que les mines, les cours étaient obligatoires. Ils commençaient tôt le matin. Et... non mais c'est vrai, à la fin c'est quand même ça. Et puis j'avais entendu parler qu'il y avait une bonne école, une bonne association d'informatique, parce que moi je voulais pas faire d'école d'ingé, c'était, tu vois, je voulais faire EPITA, c'était mon rêve. Et j'ai été refusé à EPITA parce que j'étais trop nul en maths. Et tu vois, et en fait
c'est arrivé comme ça, je me suis retrouvé dans VLC. Donc, être entrepreneur, c'est un état d'esprit, mais il arrive, si ton but c'est d'être entrepreneur, c'est comme les gens dont le but c'est de chercher plus d'argent, tu n'y arriveras pas. Et ça ne va pas te faire toi une bonne personne, il y a un vrai projet. Finalement, le lâcher prise, le laisser aller et se laisser porter. Alors, non. Ouais. Non. C'est pas vraiment le résumé de Pas nos du tout. échanges. Bon, bah, je Donc vais là, trouver parce une autre conclusion alors. Non, mais enfin, par contre, tu vois, moi je travaille énormément. Mais quand je dis énormément, vraiment, je bosse beaucoup. Donc il n'y a pas de. Enfin, tu vois, c'est pas oh tiens, c'est arrivé, oh cool, etc. Je peux en avoir conscience aussi, parce qu'on entend beaucoup de discours justement sur les réseaux d'entrepreneurs qui travaillent la semaine de 4 heures ou autre. C'est faux. Enfin, vraiment, tous les entrepreneurs que je vois, ils travaillent énormément. C'est beaucoup de travail, de discipline. Et, Tout n'est pas dû qu'au hasard, évidemment. Si c'est bien ça. C'est pas juste une question de hasard ou pas de hasard, c'est une question de comment tu agis, quoi. Comment tu deviens efficace. Moi, je fais un truc que pas grand monde fait, c'est-à-dire que j'ai beaucoup trop de casquettes. Le fait d'avoir beaucoup trop de casquettes, dans mon cas, et ça marche bien pour moi, c'est que ça me permet d'être plus efficace dans les autres sujets. C'est-à-dire que souvent, moi, je fonctionne comme ça. Souvent, quand je suis bloqué dans un problème, je fais autre chose. Et en fait, à un moment, tu vois, c'est comme s'il y a une partie dans le cerveau qui réfléchit tout seul, et c'est logique. Et tant que pour moi, c'est pas logique, je le fais pas. Et donc, mais ça veut dire que quand même, j'accumule quand même beaucoup de choses à faire en parallèle. Et donc, c'est quand même c'est un peu dense, quoi. C'est très dense. Mais passionnant en même temps. Alors ça, oui, mais c'est pour ça, il faut que ce soit une passion. sinon, on le ferait. Et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas être entrepreneur pour être entrepreneur. C'est parce que tu as une passion. Eh ben, on va rester là-dessus. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Soraya Jaber et Jean-Baptiste Kempf, s'il vous plaît. Restez bien entendu ici, puisque Marine doit se balader avec un micro similaire au mien pour prendre les questions, j'allais dire, des auditeurs, mais pas du tout. Il n'y a pas d'auditeurs, on n'est pas à la radio. Tu veux qu'on fasse un podcast ou un truc à la radio bientôt là Moi, je suis on toujours te chaud. sent, Alors, David, tiens, le premier. David qui nous appelle du Limousin. Hello. Merci pour les échanges. J'ai une question sur l'industrie. Je me suis renseigné dans une industrie où j'ai l'impression qu'elle est vraiment naze parce que ça grossit pas assez, c'est pas assez vite, le marché prend pas assez vite. Opuscope, tu t'es retrouvé sur un marché où tout le monde espérait que ça fasse des milliards très rapidement, ça a explosé, et puis bon là c'est en train de renaître. Je me pose la question du choix du marché pour l'entrepreneur. Est-ce que réellement il y a des marchés sur lesquels il faut y aller pour entreprendre, ou alors ça tient juste de la résilience quoi qu'il arrive, parce qu'il n'y a pas de magique, il n'y a pas de magie. Ouais, c'est une très bonne question. Le choix du marché, et c'est une de mes plus grandes leçons aussi, c'est que anticiper un besoin, parce que nous, vraiment, ce qu'on faisait, c'était anticiper le besoin on va avoir plus d'1 milliard de casques, de lunettes sur le marché. On a besoin de nouveaux standards, de nouvelles plateformes de création pour ces appareils. Finalement, voilà, le milliard de casques et de paires de lunettes, on n'y est pas. Ça va prendre encore un moment. Donc, je conseille quand même d'être sur des marchés qui sont déjà là, ou qui sont en tout cas qui répondent à des problématiques déjà de notre quotidien, ou en tout cas des enjeux qui arrivent et où on a cette certitude qu'elle arrive. Donc que ce soit régler les problèmes de notre siècle, ils sont nombreux, donc c'est plein d'opportunités dès qu'il y a un problème. Et ouais, viser quand même un marché qui existe. Ça, c'est Moi, je suis pas d'accord. très bien. Il y a pas de mauvaise industrie. Il y a juste une mauvaise taille de boîte pour une industrie. Et donc après, est-ce qu'avec la taille de boîte, est-ce que tu vas faire quelque chose? Si tu lances le Uber de la farine ou le lacet connecté, t'attends pas à faire 1 milliard. Donc ça veut dire que tu lèves pas des fonds en levant 10 millions en série A. Tu vas être sur une industrie, je sais pas laquelle c'est. Il n'y a pas de problème, mais peut-être que tu vas faire une boîte avec 3 personnes et ce sera une boîte avec 3 personnes et il n'y a pas de honte. Tous les marchés ne sont pas des marchés à investisseurs. Et ça, on l'oublie. Et en particulier parce qu'on fait de la fashion tech, de la fashion French tech, où c'est bien de dire « Ah, j'ai levé tant, c'est énorme !» Ouais, mais en fait, si tu as levé 30 millions et à la fin, ou 60 millions et tu fais 600 000 euros de chiffre d'affaires, c'est nul, quoi. Donc, voilà, il n'y a pas de mauvaise industrie, il n'y a pas de honte, juste, c'est difficile de sizer le marché. Alors après, effectivement, il y a des trucs où tout le monde s'attend à une explosion et elle n'est pas là.
Voilà, là, c'est vraiment les coups de pas de chance. Mais globalement, pour moi, il n'y a pas de mauvaise industrie. Par contre, il y a une industrie qui commence à plus te passionner, une boîte qui commence plus à te passionner, c'est là qu'il faut que tu t'arrêtes. Voilà. Une question devant. Moi, j'ai une question toute bête. On en parlait tout à l'heure avec Luc Julia. Est-ce que vous avez jamais été tenté d'aller faire de l'entrepreneuriat en autre pays que la France parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui sont assez élevées? C'est-à-dire, par exemple, lever des fonds au Luxembourg ou en Suisse ou ailleurs, ou partir sur des marchés étrangers. Alors, c'est une double question. Moi, toutes mes boîtes, elles font 92% de l'export. Donc, c'est pas un sujet que tu peux être en France et faire beaucoup d'export, etc. La France est quand même un des meilleurs endroits pour démarrer des startups. Il y a énormément de subventions. Et puis il y a un mec qui s'appelle Pôle Emploi, enfin maintenant il s'appelle France Travail, avec l'ARS et l'ACRE, c'est quand même le meilleur aide à démarrer des boîtes, il n'y a pas l'équivalent au monde. Donc pour démarrer des startups, la France c'est vraiment un très très bon endroit pour démarrer les startups. La difficulté c'est plutôt la croissance, c'est-à-dire les séries B, enfin C, D, E, c'est là où c'est difficile. Mais les contraintes réglementaires en fait, oui c'est vrai, mais va essayer de démarrer une boîte en Allemagne, tu vas voir, tu peux pas démarrer une boîte sans aller voir un notaire. Va essayer de démarrer une boîte en Italie. C'est un parcours du combattant. Donc, non, la difficulté, et c'est plus à quel moment tu vas aux US et à quel moment tu sors aux US. Alors, pas le jour du confinement, Soraya. Mais ça c'est très difficile. Parce que les US, moi j'ai vu beaucoup de startups mourir à cause d'un départ aux US trop tôt. Ouais, c'est très consommateur en plus. Nous, on l'avait budgétisé, c'est des ordres de grandeur x3 par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Donc, il faut vraiment se poser les questions. Est-ce que je peux opérer depuis la France? Et nous aussi, avec notre entreprise, on avait, le marché français, c'était un tout petit marché par rapport au reste de nos utilisateurs. Donc, on peut opérer déjà depuis la France, et on a plein d'avantages pour le faire. C'est vrai qu'on tape beaucoup sur la France et l'État français, mais on a quand même énormément d'aides et énormément de dispositifs pour lancer des entreprises, les développer. C'est un bon pays pour. Et vous parlez des US comme un petit peu une autre partie de l'étranger. C'est vraiment un marché très spécifique. C'est une question rapide avant la prochaine. Ouais, parce que c'est un gros marché. Et surtout, c'est un marché qui... je vais être méchant, mais qui est très très permissif au marketing. Et donc, ils sont capables d'acheter des conneries facilement, sans bien réfléchir. Et ben, pour lancer une start-up et tester le marché, c'est génial. On a une question là-bas. Ok, bonjour. Merci pour cette présentation. Du coup, moi, ma question, elle est sur la phase de création de l'idée, de découverte d'un problème concret qu'on va résoudre et qui, du coup, va apporter une valeur ajoutée. Vous disiez tout à l'heure que ça arrive un peu par hasard parce qu'on est dans le milieu, on découvre un problème, etc. Mais avec votre expérience, il n'y a pas d'autres stratégies? Comment on fait pour découvrir un problème concret qui est important pour le client? Discuter avec le client, faire des vraies études de marché, donc des interviews avec des personnes et comprendre vraiment les potentiels problèmes qu'ils peuvent avoir, et essayer de trouver des patterns en fait, pas de se dire qu'il y a un mini marché, que ça concerne très peu de personnes, mais essayer de généraliser des problèmes et d'apporter une solution. Et du coup, en apportant cette solution, c'est là qu'on passe dans l'innovation et voir pourquoi il n'y a pas de solution aujourd'hui, et voir ce que vous pouvez apporter en fait. Mais c'est vraiment discuter avec le marché, c'est le plus important. On a parlé de PMF tout à l'heure, Product Market Fit, c'est vraiment discuter avec le marché, voir ce dont il a besoin, et trouver une solution adéquate qui fonctionne et qui est en phase avec ce marché. On a une question, je vais te faire courir Marine, on a une question sur la gauche, ce sera probablement la dernière, donc là je vous invite à tout donner, pour toi aussi, là c'est la dernière question. Bonjour. Tout à l'heure, on parlait de la problématique RH sur le recrutement, mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de quand on s'associe avec une personne ou plusieurs. Ça s'appelle un mariage. Ouais. Si vous pouvez dire les avantages, les inconvénients, pourquoi faire, avec qui,
et un peu l'illustrer avec vos histoires personnelles sans taper sur les partenaires peut-être. C'est vraiment une meilleure conclusion que la mienne tout Merci. à l'heure, hein. On est d'accord. Solo founder, c'est très solitaire. Très, très, très solitaire. Donc, et quand tu es tout seul et il n'y a personne pour t'aider. Et donc, la vraie question, c'est est-ce que tu es capable de faire ça? C'est pas grand monde. Hein. À un moment, c'est vraiment le problème numéro un. C'est qu'à un moment, ben, tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et ça peut être psychologiquement très difficile. Ceci étant dit, ça te donne une ouverture. Enfin, t'es libre, quoi. Mais ça veut dire que t'es libre aussi de te planter tout seul. Être à 2 ou principalement à 3 et pas forcément équivalent et équitable, ça t'aide quand même d'avoir quelqu'un pour réfléchir. Tu vois, réfléchir, c'est penser, mais c'est aussi se regarder dans un miroir. Et en fait, ça veut étymologiquement, ça veut dire que tu peux pas réfléchir tout seul. Tu as besoin de quelque chose pour te réfléchir, pour te renvoyer quelque chose. C'est très important cette étymologie du mot réfléchir, qui est la même chose pour regarder dans un miroir et ce qui se passe dans ta tête entre ton moi et ton surmoi, bref, tout ça. C'est un vrai sujet. Et quand tu es à 2 ou à 3, tu peux réfléchir. Quand tu es tout seul, c'est dur. Après, la plupart des échecs de start-up, c'est mauvais product market fit. Deuxièmement, Conflit associé. Ouais, vraiment. Et moi j'ai un mot, c'est complémentarité. Vraiment trouver des personnes où vous êtes complémentaires en termes de compétences, en termes de mindset également. Alors en effet, ça permet de réfléchir, de prendre du recul sur soi-même, de mettre la tête de son associé sur les conneries qu'il a pu faire, qu'il ou elle a pu faire par moment. Donc ça permet d'avoir un regard honnête, franc, et vraiment l'honnêteté, super important. Complémentarité, honnêteté, transparence. Et parce que c'est dur, c'est vraiment très dur. On parle de mariage, c'est même plus dur qu'un mariage. Enfin, vraiment, c'est très très compliqué ce que l'on vit, la pression qu'on peut avoir, la pression du marché, des investisseurs, d'une pandémie, de guerre. Enfin voilà, bref, c'est des moments très stressants et ouais, donc l'intérêt de bien s'associer. De connaître la personne en amont, c'est mieux. De tester déjà, de faire un petit peu des projets avant de se lancer, de vraiment structurer l'entreprise. Mais ouais, c'est extrêmement important. on ne s'associe pas avec ses amis. Oups. Et voilà, et on ne s'associe pas avec des gens qui se vexent. C'est dur, hein, ces deux trucs-là, mais en vrai, c'est les règles. Alors, il y a des exceptions, mais quelqu'un où tu lui fais un feedback négatif, il fait la gueule pendant 3 semaines, non. Moi, en tout, j'ai encadré, aidé 200 startups, donc tu vois, à un moment, tu commences à avoir des trends, quoi. Des patterns. Je sais pas comment dire. Et le temps nous manque pour parler et évoquer tous ces sujets. Donc, merci beaucoup pour vos questions très pertinentes et merci énormément Soraya et JB. On peut les applaudir. Tonnerre d'applaudissements. Focus.